Dans ce premier épisode, je reçois un jeune Ivoirien brillant, Liam Assassi, vidéaste et créateur de contenu. Vous avez certainement dû voir ses super vidéos pendant la plus belle CAN de l'histoire. Et aujourd'hui, on a parlé dans cet épisode de ce métier qu'il a choisi et de cette passion pour la vidéo qui le dévore au quotidien. Dans ce nouveau podcast, mes invités ont des choses à dire et vous devez le savoir. Ça démarre maintenant. Bonjour Liam. Bonjour Edith, comment tu vas? Ouais, super, je vais bien et toi? Ça va bien. Tu n'as pas l'habitude, en général, c'est toi qui es derrière la caméra. Mais cette fois-ci, c'est moi qui te cuisine devant la caméra parce que tu as des choses à dire. Force-moi. Je suis très content de te recevoir. On a l'habitude de travailler ensemble sur de la création de contenu. Je suis satisfaite de ton travail parce que, comme j'aime à le dire, avec toi, on n'a pas besoin de parler beaucoup. Tu maîtrises ton domaine. Il suffit juste que tu aies un petit brief et tu laisses éclater ta créativité. Ce qu'on te demande, tu sais le délivrer. Et ça, franchement, tu mérites cet atalakou là parce que tu es professionnel, tu es un bosseur et puis tu es honnête. Quand tu peux le faire, tu le dis. Quand tu ne peux pas le faire, tu le dis et tu montes des pistes d'alternatives et tout ça. Tu es correct, ça franchement, chapeau. Et c'est un honneur de te connaître et je pense que oui, je te connais, mais il faut que d'autres personnes puissent te connaître et te découvrir ton talent, ce que tu fais. On a beaucoup collaboré pendant la CAN. Yeah. Avant de parler de cet épisode et d'aller encore plus loin sur ton parcours, présente-toi. Alors, merci Edith déjà de me recevoir pour la première des choses à dire. Yes. Je suis honoré. Alors, je suis Liam Assassi, photographe, vidéaste, créateur de contenu. Je suis ivoirien et amoureux de la Côte d'Ivoire. Je suis marié et père d'un enfant. Qui est magnifique, qui a 2 ans. Ouais, qui a 2 ans. Alors, la CAN, ça a été la plus belle CAN de l'histoire, comme j'aime à le dire. La CAN du siècle. Ouais, forcément. On a vécu de grands moments pendant cette période. En tout cas, tout le pays a vécu de grands moments. On a marqué l'histoire, on a marqué l'Afrique. Et tu étais au cœur aussi de cet événement à travers tes vidéos que les gens ont pu voir et tout, ces moments forts que tu as partagés. Qu'est-ce que tu retiens de ce moment historique qu'on ne va pas revivre de si tôt dans ce pays parce que c'était la deuxième fois et 3e étoile. Étoile. Comment tu l'as vécu de l'intérieur? Alors, il faut le dire déjà, je tiens à te remercier parce que il faut savoir que j'étais pas influenceur du Cocan. C'est grâce à toi que j'ai eu les accès au stade. Je tenais vraiment à te le remercier et il faut être reconnaissant par rapport à ça. Alors, comment ma CAN s'est passée? Elle s'est passée de manière extraordinaire, hein, parce que c'est vrai que j'avais quelques entrées quand j'étais petit au stade avec papa. Mais il faut savoir que quand tu es dans un stade avec 40 000, voire 50 000 Ouais. supporters ivoiriens, Ouais. tu te dis, ah mec, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Et vraiment, moi, j'ai vraiment kiffé. Et quand tu parles de création de contenu, j'ai vraiment kiffé la partie où je partais vers les personnes, je leur tendais mon micro. On a eu un moment épique Ouais. avec le grand frère Franck Vlehy, producteur de la série Les Coups de la Vie. C'est ça. On a eu 2 épisodes avec lui. On le salue, on te salue, grand frère. Grand frère. Il faut savoir que le mec est à fond sur ça. Hein. Ah oui. Jusqu'à présent, c'est pas qu'il a mis huile sur son riz. On sait pas. Donc, au-delà de ça, je lui ai dit, tu allais vers les gens et tout. Yeah. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Ça a été une CAN extraordinaire. Petite anecdote, la partie qui m'a vraiment marqué, c'est quand on jouait les quarts de finale contre le Mali. Il faut savoir que moi, j'étais au stade à Boaké. Ouais. Et on a joué la première mi-temps. Et quand on est revenu à la seconde mi-temps, tout le stade a commencé à chanter l'hymne national. Ouais. Je vous avoue que j'avais des frissons. Ouais. C'était ma première fois de vivre ce genre de truc-là. Vous savez, peut-être entendre l'hymne national chez vous, C'est normal, à c'est travers la on est télé, habitué. c'est normal. Mais quand vous êtes au stade avec plus de 40 000 personnes, Tout le monde C'est dingue. chauffé à blanc c'est ça. pour la victoire parce que c'était un match stratégique. Oui, On ne pouvait pas perdre contre le Mali. c'était un match difficile. Et en plus, avant ça, Yodé et Siro avaient mobilisé donc des warriors pour chauffer aussi les supporters, pour accompagner les encouragements Ouais, c'est ça. de l'équipe nationale au Ça, stade.
Ça, je pense que c'était à la finale. Avant, à Boaké, ça s'est passé à Ok, Boaké. d'accord. Et ils avaient mobilisé des warriors pour venir ambiancer le stade avec des tam-tams. On voulait des tambours et tout. C'était chaud. Oui. Et pareil, hein, j'étais là. À un moment donné, tout le monde met la main sur le cœur et tout. Et puis on commence à Oui. donner la... Moi, je me rappelle qu'à la finale, j'ai fait l'effort de monter combien d'étages pour aller tout en haut du stade de Bimpé et j'ai vu les Warriors, comme tu dis là. Mais, tchou, c'était chic, hein. C'était fort. Vraiment, la Tu sais, on avait des, comment on dit, des capsules vidéo de Oui, malades, de malades. En tout cas, bravo à Merci, nous, bravo à merci, toi merci. également. Merci à toi. Et on est revenu dans la vie normale. Ouais. Mais ça me manque, hein. Ça nous manque Ça tous. me C'est manque, comme, tu c'est comme comment je dis, tu as une glace que tu adores, tu la bouffes et tout, et puis à un moment donné, ben on te dit, ben tu pourras plus la manger pendant un bon moment. Dommage. Il faudra aller ailleurs pour la manger. Bon, en 2025, on aura. On espère qu'on va aller là-bas. Ben on sera au Maroc, on va le vivre de l'intérieur, le Maroc. C'est ça. Et donc là, on est revenu à la vie normale. Et tu vis ton métier d'entrepreneur. Tu es vidéaste, Oui. comme tu l'as dit. Tu es cadreur, tu es monteur. Tu as des clients, tu fais des prestations pour des clients. Tu crées du contenu pour toi-même également. Comment ça a démarré? Je veux dire, est-ce que tu étais prédestiné à devenir vidéaste, à vivre de ce métier? Comment ça a démarré? Est-ce que tu as appris ça à l'école? C'est quoi ton parcours? Alors, il faut savoir que je suis titulaire, j'arrive d'un Master 2 en communication. J'ai eu mon diplôme à l'université Alassane Ouattara De Boaké? de Boaké. Voilà. Donc, Et tu es né à Boaké? je suis né à Tu as Boaké. vécu à Boaké? J'ai vécu à Boaké. Tu es un Boakois. C'est Je ça suis on un dit, hein? Boakois. Un Boakois. Voilà. En tout cas, j'aime trop ma ville. Mais bref. Alors, comment ma passion est née? Je pense que rien ne me prédestinait à être vidéaste. Franchement, rien. C'est vrai qu'en quatrième, il y a un ami dernièrement qui m'a rappelé ça, qui me disait que, ah, mais toi, tu te rappelles qu'en quatrième, tu disais que tu voulais créer ton agence de communication. Peut-être que je l'ai dit comme ça, C'est ça. mais Inconsciemment. mais ça m'a suivi jusqu'à présent. Et donc, comment c'est né? On était en Master 1 et on faisait l'élection du président de notre département. Et à l'époque, j'avais fait une vidéo qui racontait un peu ce qu'il avait fait et tout, et tout, et tout. Et quand j'ai fait la vidéo, les gens ont plutôt aimé. OK. Et quand les gens ont aimé, je me suis dit, ah, mais attends, c'est pas mal, quoi, tu vois. Donc, quand j'ai eu mon diplôme, que je suis sorti de l'université, à l'époque, je voyageais beaucoup. Je partais à Mans, je partais à Boaké, je partais à Bengrou. J'ai décidé de faire des sortes de mini-vlogs où je filmais avec mon téléphone. Et à l'époque, j'avais un Samsung S6 Edge Plus. OK. Donc, je faisais des vidéos et je montais également ces vidéos-là sur le téléphone avec une application qui s'appelle KineMaster. Master, oui. Voilà. Donc, je faisais des vidéos. C'était pas vraiment évident, mais quand tu es passionné, tu te dis, ah, je vais faire. Et j'ai posté ces premières vidéos sur les réseaux. Il y a eu quand même pas mal de personnes qui ont liké, qui ont aimé. Et je me suis dit, ben attends, je pense que je suis quand même assez doué pour ça. Et les gens me disaient ça et tout. Et je me suis dit, bon, je vais en faire mon métier. Donc, tu as ton master, tu commences déjà à pratiquer de la vidéo. Et à un moment donné, tu quittes Boaké. C'est ça. Tu quittes Boaké. Pourquoi tu quittes Boaké? Alors, il faut savoir que j'ai fait des études en communication. Et D'ailleurs, si tu me permets, tu as fait des études en communication. Quand tu as décidé de faire des études en communication, c'était pour devenir quoi d'abord au préalable? moi, je me voyais en train de travailler en entreprise, être peut-être analyste ou consultant pour des boîtes. Quoi, faire de la stratégie? De la stratégie, de la communication ok. interne, de la communication externe, tu vois, non? C'est ça. Ce genre de trucs basiques, là. Ouais, Et surtout au lieu. communication interne, externe, envoyer des communiqués de presse tu vois, non, et c'est tout, faire des films institutionnels, Même contacter pas. des agences, Voilà. faire des films institutionnels. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, Joe, c'est pas ça que j'ai envie de faire, tu vois. Et quand j'ai fini, je suis venu à Abidjan. Quand je suis arrivé à Abidjan, j'ai rencontré un monsieur qui aujourd'hui est mon grand frère, qui est aussi mon témoin de mariage, qui s'appelle Cédric Kapochichi. Ah, il avait chanté à ton mariage. C'est oui. ça. Ah, c'est ça. d'accord. Ben, on le salue. Voilà, donc je l'ai rencontré. Et à l'époque, j'étais son assistant sur certains projets qu'il avait. Et c'est grâce à lui que le goût et la passion réelle ont commencé à naître, en fait. Parce que lui, il était réalisateur. OK. Donc, j'ai appris avec lui. J'ai même soulevé les lumières. Ah, tu as été, comment on dit, même pas assistant de plateau, tu étais manutentionnaire de plateau. Voilà.
Dans le langage, on appelle ça un manawa. Un manawa, Ouais, pour soulever les grosses caisses là. On vous exploite bien. Ah, le mec va exploiter. Il est bien soulevé. C'est pour ça aujourd'hui, moi, je comprends pas les jeunes qui commencent et puis qui veulent pas passer par la case départ là. On est tous pressés, c'est vrai, mais il faut commencer par En fait, le meilleur apprentissage, c'est de commencer par le bas. C'est ça. C'est de commencer par le bas. Le but, en fait, c'est que ton ego soit brisé, que tu apprennes l'humilité et que tu profites de cet apprentissage-là pour construire, pour te construire d'abord. La patience, c'est comme un escalier. On monte les escaliers au fur et à mesure pour atteindre son objectif. Mais la patience d'abord, mais bon, malheureusement, beaucoup de jeunes ne l'ont pas. Dommage. Mais je pense que ce genre d'émission-là permettra aux gens de pouvoir comprendre notamment les choses. Et donc, j'ai commencé avec lui, j'ai appris avec lui. Et je dirais pas que j'ai totalement appris avec lui, tu vois. Il m'a juste poussé la passion et il m'a laissé gérer. Il t'a amené à être... Il a essayé de voir si tu étais curieux toi-même pour t'intéresser véritablement et toi-même te former. C'est ça. La curiosité, il a mis ça en toi, en fait, en te donnant des liens, ce genre de choses. Oui, c'est ça. La preuve, il m'avait partagé le lien de 2 créateurs de contenu sur YouTube. Il m'a dit, regarde, et moi, j'ai regardé pendant des jours et des jours, pendant des années même. Et jusqu'à présent, je continue de regarder des tutos parce que je suis de l'école de ceux qui disent qu'on ne finit pas d'apprendre. Exactement. J'apprends toujours au quotidien. Si tu arrêtes d'apprendre, c'est que tu es mort. C'est mort, c'est mort, c'est mort. Donc, avec lui, j'ai fait ça. La suite, c'est que à l'époque, j'ai rencontré une personne grâce à lui qui s'appelle Sarah Fayoumi. On salue Sarah. Coucou Sarah. Donc, à l'époque, les gars cherchaient quelqu'un pour travailler au BBR. D'accord. Elle travaillait au BBR aussi. Oui, elle était... en tout cas, elle travaillait au BBR. Bon, on rappelle que le BBR, c'est l'hôtel, le complexe... Boulet Beach Resort, le complexe hôtelier du grand Fabrice Sawignon. Ouais, un grand monsieur. Oui. Un grand monsieur. Et à l'époque, c'était mon grand frère là qui travaillait là-bas. Et un jour, il m'a appelé, il m'a dit qu'il était super occupé, qu'il avait besoin d'un photographe pour aller prendre des photos au BBR. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème que moi, j'ai rien à faire. C'était en août 2020 ou 19, je ne sais plus trop. OK. Mais on m'a appelé, on m'a dit, Sarah m'appelle, elle me demande, tu veux combien? J'ai dit, oui, c'est pas, donnez-moi ce que vous avez. C'est la première fois que tu te proposes un salaire. Donc, pour les 3 jours, on me propose 150 000. Ah ouais, c'est énorme pour toi. 150 000, je vois tous mes projets se réaliser, tu vois. À l'époque, il y avait des projets de 20 000, 50 000. Tous mes projets étaient réalisés. J'avais des vrais projets à l'époque. Je viens tout de suite. Chap, 150 000. J'arrive, je fais les prestations. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec le recul... Le recul de l'expert que tu es. Ouais, je me dis que les photos n'étaient pas top. Mais à l'époque, le client a kiffé. Moi, tant mieux, quoi. Si le client est content. Je suis content. Et puis, en plus, c'est un client exigeant. Donc, tu étais déjà au top. Donc, les gars ont kiffé les photos. Et après, on m'a proposé une deuxième chose. On m'a dit, est-ce que ça te dirait d'être photographe, vidéaste dans le cabinet de M. Fabrice Sawignon? Directement, hein? Directement. Tu fais photo de BBR et puis en même temps, on voit que les photos sont top. Et puis en même temps, tu rentres dans le cabinet de Fabrice Sawignon. Ah ouais. Il a dit, est-ce que c'est une question qu'on pose? Oui, allons seulement. Allons-y. Donc, il faut savoir que j'ai jamais fait de formation pour ça. Hein. Tu as appris sur le tas? J'ai appris sur le tas avec mon grand frère à travers les formations, ou bien les tutos qu'il m'a montrés. Et puis, l'élément essentiel, tu avais la volonté. La volonté, ça c'est clair. Il faut pas juste, tu fais ça pour faire. Voilà. Tu avais la volonté. Est-ce que je voulais faire? Déterminé. C'est ça. Donc, j'arrive, on me dit, bon, voilà ce qu'on te propose. C'était quand même un bon salaire pour l'époque parce que quelqu'un qui venait de sortir de l'université, je pense qu'il y a 2 ans. En même temps, 2 ans, tu travailles. Et je me rappelle que j'avais toujours voulu travailler à Voodoo. Donc, c'était ton destin, en fait. C'est-à-dire que tu l'as pensé et tu t'es donné les moyens. Tu as appris d'abord par le bas. C'est ça. Et puis, ton destin t'a conduit. En tout cas, ta pensée t'a conduit là où tu devais être. Parce que pour un étudiant en communication comme nous, le Saint Graal, c'était travailler à Voodoo. Exactement. Donc, on envoyait chaque mois des lettres de motivation, des CV, pour des offres d'emploi même pour lesquelles tu n'étais pas qualifié, mais tu envoies CV. Mais tu envoies CV. Tu vas dans la base de données. Mais on me faisait des vues et ignorés. Chaque fois. Moi, je me posais la question, mais est-ce que mes CV m'arrivent? Est-ce qu'ils voient ton CV? Est-ce qu'ils voient mon CV? Mais bon, comme Dieu sait faire les choses, je suis tombé directement dans le bureau du boss. Dans l'inbox du patron. Ouais. Et un jour, Sarah m'appelle, elle me dit qu'il y a le big boss qui veut te voir. J'arrive. On dit à l'époque, le boss... Tu étais stressé? Oui.
Attends, C'est Fabrice. Qui est? On dit à l'époque, le gars, il faisait beaucoup d'entretiens, c'est ça? Ouais, il faisait beaucoup d'entretiens. Mais moi, quand je suis arrivé, il m'a posé juste une question. Comment tu vas? Comment t'appelles-tu? Présente-toi. Ouais. C'est tout. Je me suis présenté. Ah, voilà ce que je fais et tout. Il dit, OK, il n'y a pas de problème. Et c'est de là que la collaboration est partie. Et jusqu'à ce qu'on me dise, ah, il faut travailler sur une vidéo. Au fait, ça, c'était le test ultime. C'était une vidéo du magazine Elle Côte d'Ivoire. Les gars organisaient un show à Bibière et il fallait que je fasse la vidéo. Donc, j'ai fait la vidéo. On arrive dans le bureau de Fabrice. Fabrice regarde la vidéo. Il était en compagnie de Mousse, de M.A.M. Ouais, le groupe de rap de l'époque. Et j'arrive dans le bureau avec ma vidéo. Les gars regardent. Mon cœur bat. Je te dis, T'as envie de te cacher sous le sol là-bas. Non, te descendre. Fabrice dit, Mousse, tu aimes? Mousse dit, ouais, c'est pas mal. Il dit, ça va. Fabrice dit que moi. Parce que Mousse, il est réalisateur de vidéos, de clips. Effectivement, il est réalisateur. Donc, les gars kiffent la vidéo. Fabrice dit, c'est bien que. Voilà. Donc, c'est dans ça que je suis rentré avec lui, j'ai travaillé avec lui, j'ai appris à ses côtés. On a fait des voyages et c'est grâce à lui que j'ai fait mon premier voyage. La première fois de monter dans l'avion. La première fois de monter dans l'avion. Merci beaucoup, le grand frère Fabrice Awignon. Merci. Hein. En fait, c'est une école, je vais dire, ça a été une école accélérée aussi pour toi en termes d'apprentissage pour ton métier de vidéaste. C'est comme si tu faisais un MBA en accéléré avec la formation que tu as eue, avec les tests que tu as passés, les tests de qualité que tu as passés avec Fabrice, avec Sarah. Tout de suite, tu es rentré dans le bain et tu as dû apprendre sur le tas et te former et respecter les exigences de qualité qu'on attendait de toi. En général, la meilleure école, c'est aussi l'expérience. C'est ça. Je suis totalement d'accord avec toi. En tout cas, ça m'a servi pour beaucoup. Et aujourd'hui, je pense que si je suis à ce niveau-là, c'est parce que j'ai appris à l'école de ce monsieur-là. Vous savez, là-bas, il y a une chose qui catégorise réellement l'entreprise, c'est la rigueur dans le travail. Et puis, je me rappelle qu'on travaillait sur des projets à l'époque où il fallait rendre ces projets-là le lendemain. Le lendemain, oui. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de temps. Oui. C'est ce qu'on appelle charrette, là. Souvent, on travaillait peut-être, on devait rentrer à 18h, mais souvent, on rentre à 1h, 2h du matin, en train de travailler sur des projets. En agence de pub, là, c'est ça. Tu fais des charrettes, nuit blanche, vous enchaînez pour le projet. Et je pense que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que je suis assez rapide dans mes montages. Oui. J'essaie vraiment d'être professionnel, de rendre le travail un peu plus vite. Exactement. En tout cas, pour ceux qui veulent vraiment apprendre, je pense que Vaudou, c'est une très belle école. C'est une très belle école. Et donc, tu passes par la case Voodoo après celle de ton cousin, où tu étais Manawa. Ouais. Tu passes par la case Voodoo en même temps, tu rentres dans le cabinet, tu fais la production de contenu pour le cabinet de Fabrice avec Sarah, sa collaboratrice. Donc, l'école Voodoo également. Parce que moi, je t'ai connu à la radio, à Live Radio. Et tout de suite, j'ai été captée par déjà ton esprit d'ouverture, de synthèse, pragmatisme aussi, surtout très pragmatique, et puis par ton contenu. Et tu décides de te lancer, de te mettre à ton propre compte, de voler de tes propres ailes. Qu'est-ce qui t'a motivé déjà à le faire? Et est-ce que tu penses que tu étais suffisamment prêt à ce moment-là? À quel moment tu as décidé de partir? On était en quelle année? Déjà, il faut savoir, comme tu l'as mentionné, j'ai aussi travaillé à Live Radio. C'est qu'après le cabinet, il y avait un moment de transition. Donc, j'ai rejoint les équipes de la radio à Live. On a travaillé notamment à l'ouverture, à la création même, à la naissance de Live Radio. C'est ça qui est passé de Vibe Radio à Live Radio. Voilà. C'était vraiment quelque chose d'extraordinaire. Je pense que c'était le 18 avril de quelle année, je ne sais plus, mais c'était vraiment extraordinaire avec une belle équipe et tout. J'ai aussi appris là-bas. Et arrivé un moment, je me suis dit, bon, il est temps pour moi de partir. Donc, quand j'ai annoncé ma démission à ma patronne Sarah, ça a été vraiment un choc. Tu n'as pas perdu son meilleur élément? Ouais, j'avais du mal à partir. Au fait, la décision était prise depuis longtemps, mais je suis du genre à partir dans des meilleures conditions. Et je dis toujours aux gens, si vous voulez partir, partez dans de meilleures conditions. Tu sais, pour la petite histoire, je pense que je devais partir en février. Et pour bien faire les choses, je suis parti, André, en mars ou bien en avril. J'ai travaillé 1 mois gratos. Gratos, oui. Sans exiger le salaire. Parce que pour moi,
il était inconcevable que je parte dans des conditions difficiles. Donc, C'est ça. je suis parti bien et tout. Et donc, quand je suis parti, je ne savais pas que que j'allais réussir, au fait. Parce que rien n'était écrit quelque part que, Est-ce que tu savais que tu allais créer une entreprise? Est-ce que tu avais une visibilité même pas. après? Ce qui est sûr, j'avais une vision. C'est que si je quitte la boîte, souvent les gars parlent du singe, on dit avant qu'il ne lâche une branche, Ah oui, il s'accroche d'alcool à une il autre s'accroche branche. à une autre Oui, branche. Donc, c'est ce que j'avais fait, au fait. Et j'ai rencontré un gars qui, aujourd'hui, c'est mon cousin et tout, mais on a décidé de collaborer ensemble. Donc, on a monté une boîte qui s'appelle Studio. Et on a acheté le matos et tout, on a investi. Et c'est dans ça que on a lancé la boîte Studio quand j'ai quitté Life Radio. Mais il faut savoir que c'était pas du tout évident. Oui, parce que ça C'était- demande beaucoup d'argent aussi ça d'acheter un demande matériel de qualité. Beaucoup d'argent. Ça demande beaucoup d'argent. Et avant de partir, je m'étais préparé. Comme j'ai dit, j'avais ma vision, je savais ce que je voulais faire. Donc, en parlant de finances, j'avais économisé. Tu n'étais pas dépensier quand tu étais salarié? Non. Parce- Non, sincèrement. Parce que j'ai eu dans ma banque, je ne sais pas, un investissement où il fallait pratiquement mettre 50 000 francs par mois Par mois. sur les salaires que je recevais et je mettais pratiquement 40 à 50% de mon salaire à la banque. En fait, j'étais prélevé automatiquement. Voilà. Donc, on ne pensait même pas à ça. On te prélève automatiquement. Et je savais où j'allais parce que je me disais que je n'ai pas passé toute ma vie à travailler pour quelqu'un. Pas que je refuse ça, Oui, mais oui, je me dis que... c'est une pouvoir étape de la avancer, vie. c'est ça. Donc voilà, on s'est lancé, c'était dur au début, mais Oui, parce que aujourd'hui, Matos, ça va. en général, c'est quoi? C'est des Mac, Oui. la marque ultime, Oui. des Pour la professionnels, petite des histoire- Rhodes, des micros, tout ça. Pour la petite histoire, quand j'ai quitté l'entreprise, j'avais pas mon ordinateur à moi. Je travaillais avec l'ordinateur de la boîte pendant des années et tout. Et quand je partais, Joe, les gars ne vont pas te donner leur... Mais toi aussi, tu t'en vas, et puis j'abonne aussi mon matériel. Donc, j'ai déposé l'ordinateur. Et quand j'ai déposé l'ordinateur, je me suis acheté pour moi-même un ordinateur. C'était mon premier achat d'ordinateur. J'ai acheté un Mac M2 Max avec 32 Go de RAM. À l'époque, qui faisait 2 200 000. Attends, tu dis à l'époque, ça fait 2 200 000. Non, mais Donc, maintenant, les prix ont baissé. Ça a baissé. Ah, ok, d'accord. Parce que le M3 est C'était sorti. tout nouveau. Voilà, c'était tout nouveau. C'était la dernière génération. Donc, 2 200 000. ouais, 2 200 000. Il y en a qui ont pensé à pour aller chauffer. Bon, chacun, ça c'est qui il veut. Hein, voilà. Mais moi, C'était un investissement. dans mon métier, c'est comme, je dirais, c'est primordial d'avoir un bon ordinateur. Oui. Voilà. Donc, c'est vrai qu'avec ce montant, on peut avoir une autre machine de game, une machine de trucs. Mais moi, j'ai voulu aller sur un Mac performant et qui ne rame pas, tranquille, quoi. Voilà. Et que tu rentabilises. Que je rentabilise et que après, on a acheté des Sony FX3, ce sont des caméras cinématiques. On a acheté beaucoup de matériel. Wow. Donc, la boîte s'appelle Studio. Pourquoi studio? Studio? C'est basique, studio. Ouais, c'est peut-être basique, mais nous, dans la réflexion d'idées, on s'est dit que, tout le monde, quand il veut créer sa boîte de communication, il met forcément quelque chose, ou bien un nom avant le studio, genre comme Bloom Studio, C'est ça. Tonton Studio. Mais nous, on a préféré le nom studio. Comme ça, quand les gens, quand ils viennent chez nous, ils disent que je vais chez le studio, ou bien je vais au studio. Ça fait plus simple. On a trouvé ça vraiment fun, quoi. Donc, c'est dans ça on est. Donc, petit moment de pub à studio. Mais bien sûr, chez Studio. Chez studio, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la création de contenu pour tout genre de contenu. Vous vous déplacez, vous avez le matos. On se déplace. On fait également du podcast. On fait également du content mariage corporate. On fait pratiquement de tout. Si vous avez besoin de vidéos. Des shorts et tout voilà, ça. simple. Voilà. Bah, je confirme, c'est la qualité. Et donc, quand tu fais le bilan, parce que là, tu es dans l'entrepreneuriat depuis... Tu as ton propre compte depuis combien de temps? 2 ans? 2 ans. Quand tu fais ce retour en arrière, tu regardes un peu les 2 ans que tu as parcouru avec ton associé. Qu'est-ce que tu retiens? Quel bilan tu fais? Est-ce que tu es satisfait? Bon, dit que je ne suis pas satisfait, ce serait méchant. Je suis quand même satisfait, mais pas à 100%, parce que quelque part, on est quand même perfectionniste. On se dit qu'il y a beaucoup de choses encore à faire. Mais pour l'instant, je pense que ça va. Ça va. On a fait notre bout de chemin. On a rencontré énormément de personnes. Et je dois dire aussi que le fait d'avoir couvert la CAN,
ça nous a donné aussi une visibilité grâce à toi. Donc, je pense que ça va, ça va. Je pense que l'entreprise a de beaux jours encore devant elle. Et dans tout ce parcours, il y a ton épouse, qui est devenue ton épouse l'année passée, qui te soutient. Le 8 décembre Le 2023. 8 décembre 2023, une super date. Une magnifique robe, classe, chic, bien Mais habillée. pourquoi tout le monde a aimé la Non, robe? franchement, en fait, c'est pas courant, tu vois, de voir. C'était minimaliste. Yeah. Une petite robe chic, un peu comme je prends à la Grace Kelly, et Yeah. tout, petit chapeau. Et puis bon, ta femme, elle est fine, c'est un mannequin. Ouais. C'est un vrai mannequin. Ouais, je préfère T'as les fait un bon skinny. choix, hein. tu es fort, hein? Ouais, je préfère les Tu as le skinny. goût, hein? Petite robe chic avec l'enfant. En fait, c'était pas chargé. Yeah. C'était minimaliste. C'était très émotionnel aussi parce qu'il y avait ta famille, les personnes qui comptent pour toi. Yeah. Notamment toi, Sarah. qui Merci étais beaucoup. présent. Tu es allé. Franchement, c'était une belle cérémonie. En plus, le témoignage du maire, Yeah. en tout cas, qui était là, qui était présent, qui représentait, je crois, le maire du plateau, C'est ça. qui connaissait ta mère, si je me. Non, la mère de ma ta femme, belle-mère. ta belle-mère, qui a témoigné. Mais moi et Sarah, on a failli couler des larmes. Oh. C'était chaud, là. Donc, franchement, elle est là, elle te soutient. Yeah. Elle est hôtesse de l'air. Et vous êtes en train de construire une vie, mais tu construis également cette vie avec ta passion que Yeah. tu vis et qu'elle soutient également. Oui. Dans tout ce parcours, comment là, je viens à ta famille, hein, comment tes parents ont perçu ton choix de devenir vidéaste et surtout de te lancer dans l'entrepreneuriat? Comment ils ont perçu ça? Bon, il faut savoir que moi, du côté paternel, ils n'ont pas eu grand-chose à dire dans mon choix de carrière. Je suis plus allé au feeling. Voilà. Par contre, c'est au niveau de maman. Maman, elle était un peu... Comment on dit? Elle avait peur. Ouais, elle avait peur. Parce que tu sais, en Afrique, ici, on se dit que quand on quitte le monde de l'emploi pour se jeter dans l'entrepreneuriat, Ah, c'est soit on est fou, soit on ne sait pas ce qu'on veut dans la vie. Et maman, elle, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle me posait la question, tu es sûr de ton choix? Je dis, ouais. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Je dis, ouais, maman, je suis prêt, que ce que ça va aller. Parce que pour elle, elle se disait que quitter un emploi stable, avec un revenu stable, avec une assurance et toutes ces choses qui vont avec, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il faut être vraiment prêt. Et je lui ai montré que ça va, quoi. Là, elle n'a plus rien à dire parce que tu vis de ça Ouais. et tu t'épanouis dedans. C'est vrai qu'en général, nos parents, ils ont une vision de... Nous, on voit que tu peux devenir juriste, je sais pas, avocat, médecin et tout. Mais on a ce parcours-là, on a ce chemin de vie aussi qu'il faut sûrement emprunter parce que ce ne sont pas nos parents qui vont vivre notre vie. C'est clair. C'est nous qui allons la vivre, en fait. Et ça, c'est un petit conseil aussi aux jeunes. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous aurez des doutes. Vous aurez énormément de doutes. Mais il faut penser à vous. Mais surtout, pensez au meilleur choix. Et même quand vous pensez à ce choix, il faut le faire bien. C'est clair. Pour vous-même vous donner raison et montrer aux autres, en fait, que ce que vous avez prévu de le faire, vous l'avez réussi, en fait. Clair. Et ton père? Ben, mon père, il est là, il va bien. Mes rapports sont pas forcément bons fils avec lui. C'est ça, il était aussi timoré par rapport à ça. Bon, comme j'ai dit, il n'a jamais eu Son son mot à mot à dire. dire. Voilà, ce qu'il suit, il suit mon évolution de loin. Je suis sûr qu'il est d'accord avec ce que je fais. Pas plus, pas moins, quoi. Parce que tu es plus proche de ta mère Voilà. aussi. Parce que j'ai grandi tu as vécu avec elle, j'ai vécu principalement. avec elle. Depuis là, je crois, 2 ans, les gars sont séparés. Donc, je n'ai pas eu une vie familiale classique. Oui. Voilà. Tu n'as pas eu tout de suite une figure paternelle parce que bon, ils se sont séparés quand tu Voilà. avais 2 Mais ans. après, la figure paternelle que j'ai eue, je le dis haut et fort, ça a été le mari de ma maman, quoi. Voilà, qui a toujours été là, qui a pris soin de moi. Et lui, par contre, il m'a toujours soutenu. Il est là. Voilà, quoi. Et donc aujourd'hui, tu as quitté Bouaké, tu t'es installé à Abidjan, tu es en train de construire ta vie. En fait, tu es en train de tout façonner toi-même. Et tu comptes que sur toi-même. Ça, c'est important de le dire. Et tu as tes responsabilités aussi. Yeah. Tu es jeune, Oui. mais tu as des responsabilités déjà dans ta famille et tout. Comment tu gères ça au quotidien? Parce que en même temps, tu as des prestations à faire, mais en même temps, tu t'occupes de ta famille dans un sens où ta femme, par exemple, en tant qu'hôtesse de l'air, elle n'est pas tout le temps présente.
Comment tu t'organises? Tu l'as dit dans tes mots, comment tu t'organises, tout est une question d'organisation, hein. Ce qu'on fait, c'est qu'on parle beaucoup. La communication. Oui, la communication. Et j'aime sa boîte parce que même avant, je pense, 1 ou 2 semaines, elle a son emploi du temps. Elle sait dans quelle C'est ville. Air Côte d'Ivoire, moi. Coucou, Air Côte d'Ivoire. Elle sait dans quel pays où elle doit partir. Donc, elle me prévient à l'avance. Et moi aussi, en fonction de mon programme qui n'est pas comme elle, parce Oui, que parce moi, que on peut ça m'appeler du fluctue jour à au tout lendemain. moment. Voilà. Mais on essaie d'avoir une conversation. On essaie d'organiser nos emplois du temps. Et puis, on gère ça tranquillement, quoi. Ça, tu gardes le petit pendant qu'elle n'est pas Voilà. là et Voilà, tout. souvent, je garde le petit. Souvent, quand je peux pas, on envoie le petit chez maman pour qu'elle s'occupe de lui. Et puis, chacun va à ses occupations. Comment vous êtes connus, elle et toi? Bon, déjà, il faut savoir que je fais partie d'une organisation qui s'appelle Jeunes pour Jésus. C'est une organisation chrétienne. Et comme on le dit, le mouton broute où il est attaché. Ouais, c'est dans la même zone. Voilà, je pouvais pas aller chercher Ailleurs que dans quoi. ta communauté. Voilà. Donc, on est resté là. Et comme je dis souvent aussi, le contact crée l'amour. On Le est resté, contact crée l'amour. voilà, on est resté ensemble, on a parlé, on s'est connus. Voilà, quand je parle de connaître, on a conversé, on a essayé de comprendre ce que l'autre voulait et tout, et tout, et tout. Qu'est-ce qui t'a plu chez elle au premier abord? Je pense que c'est sa franchise. Ma femme, il sait pas, mais Ah, elle est cash, quoi. non, elle est cash. Ah bon, hein? Si tu fais quelque Elle chose, a l'air calme comme ça. Ah bon? non, 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 Elle non. est cash. Elle est cash. Ça sort comme ça sort. Ces femmes bêta bourrées, donc tu vois un peu de... BT, bon, moi c'est BT Agni, mais BT, le côté BT toujours. Tu vois que elle est cash. Et je pense qu'arrivé un moment de ma vie, j'avais besoin que quelqu'un me dise ce que je pensais être. C'est que tu n'aimes pas, c'est que tu n'aimais pas aussi entendre. Voilà, On te dit ça aussi. voilà. Et elle a été présente là. Même quand c'était chaud au niveau de mes problèmes personnels avec ma famille, elle a toujours été là. Elle m'a toujours soutenu. Et voilà, quoi. Quand tu dis quand c'était chaud avec ta famille, c'est-à-dire que quand vous êtes connus, tu vivais une situation difficile. Oui, la situation difficile, c'est qu'il faut savoir que quand j'ai fini mon bac, je suis venu à Abidjan. Quand je suis venu à Abidjan, j'étais chez un oncle. Et tu vois, Ça s'est mal passé. ça s'est mal passé. Je ne vais pas forcément rentrer dans les détails, mais on m'a dit tout simplement de rentrer en famille à Boaké. Tu n'avais pas retourné à Boaké comme Tu ça? n'aurais pas retourner à Boaké. C'est pas qu'il n'y a rien à Boaké, hein, mais moi, pour ce que je voulais faire, pour la vision que j'avais, il m'était inconcevable de retourner à Boaké. De rester et de retourner à Boaké. Voilà. Donc, j'ai une autre tante du côté de ma famille qui m'a dit non, que je salue, qui s'appelle Emma Assassi, qui m'a dit non, reste. J'ai un ami qui va t'héberger et c'est dans ça que je suis resté. Et son ami t'a accepté? Oui, il m'a accepté. En tout cas, merci beaucoup aussi à Nicolas. Nicolas Berger. Merci à Nicolas. Nicolas Berger qui m'a épaulé, qui a été avec moi. Voilà, quoi. Je pense que dans la vie, il faut être reconnaissant. Il faut être reconnaissant envers ces personnes qui t'ont aidé. Et ces personnes-là m'ont beaucoup, beaucoup aidé à être ce que je suis aujourd'hui. Et ta femme, dans cette période-là, elle a compris, elle t'a soutenu. Oui. Parce que ça aurait pu être une histoire courte en disant lui là, c'est compliqué, est-ce que j'aurais un avenir avec lui? Oui. Mais tu as quand même soutenu. Je tiens à le préciser, quand on se rencontrait, je faisais un stage dans une boîte où je n'étais pas forcément bien payé et tout. Mais il fut des moments où j'étais piqué. Ah, piqué de chez Piqué? Tu sais ce qu'elle faisait? Eh, ma belle. Elle partait au supermarché. Elle faisait le marché. Je parle, mais j'ai des frissons. Et elle venait remplir tout mon frigo. C'est pas vrai. Je te promets. Mais elle était prête pour toi. Oh, je te promets. Elle vient, elle remplit tout le frigo. Et puis, Joe, ici, là. Il dit, Moussou, tu as fait quoi comme ça? En tout cas, Tu fais quoi comme elle ça? marquait ses points. Aïe. Mais en fait, peut-être qu'elle avait... Elle voyait... Bon, tu l'avais dit même précédemment. Elle voyait en toi Oui. ce que toi-même, tu ne voyais pas. Je ne voyais pas. Parce Mais que elle voyait. être à fond comme ça, venir remplir ton frigo, Garçon. si tu vas avoir l'argent. Garçon. Garçon à Abidjan. Garçon, Ça fait surtout, remplir. on ne sait pas quand tu vas avoir l'argent. Tu as dit, OK, merci beaucoup pour... Merci, pour c'est que- pas mauvais. Mais vraiment, elle le faisait sans forcément attendre quelque chose en retour. Oui. Je tiens Une très belle âme. à le signaler, mais elle le faisait au fait. Et t'as même aidé même dans ton Oui, métier. Elle t'a poussé même à être sur les réseaux sociaux. Oui, parce que la petite histoire, ma page Liam fait des vidéos, c'est grâce à elle que je l'ai créée. Je pense il y a maintenant 4 ans. C'est elle qui m'a dit, ah mais lance-toi sur les réseaux parce que le métier que tu fais là, si tu es sur les réseaux, tu auras l'occasion de pouvoir rencontrer des personnes, des clients et puis vas-y. Et aujourd'hui, j'ai 36 000 abonnés. C'est ça. Tu es sur 36 000, TikTok également.
avec 58 000 abonnés qui me suivent dans mes délits, dans mes, dans Mais de mes très bons histoires. délires en plus, parce que moi, j'ai beaucoup apprécié tes vidéos sur la thématique de ton plus grand regret. C'est quoi ton plus grand regret? Où tu poses des questions à des inconnus, à des gens qui disent un plus grand regret. Et ça m'a beaucoup marqué parce que c'est des histoires dans lesquelles on peut se reconnaître ou qui nous projettent, en fait. Yeah. Dans ces vidéos, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Quelle est l'histoire, le plus grand regret qui t'a le plus marqué? Alors, c'était dans mon quartier où j'ai grandi. Je suis allé un jour tourner et j'ai rencontré un vieux père avec qui je conversais, que je connaissais bien. Donc, je lui ai posé la question, ah, c'est quoi ton plus grand regret? J'étais surpris même, il s'est ouvert à moi, il m'a dit, son histoire, c'est que il devait aller à Yamoussoukro avec ses parents. Et puis, la veille, ils se sont brouillés et ses parents l'ont devancé sur le trajet. Et lui, il les a rejoints en car. Et sur le trajet, il y a eu un ralentissement, un grand embouteillage. Donc, il regarde de près, il voit que c'est la voiture de ses parents, Wow. une R4. Wow. Et il descend. Ce qu'il pensait vraiment, c'est réalisé. Et c'était ses parents qui avaient fait un grave accident. Wow. Et il dit, ça l'a vraiment marqué. On est brisé à vie C'était avec un ça. gros regret et tout et tout. Il savait pas quoi penser. Est-ce que c'est pas à cause de lui, Oui. ses parents ont fait On l'accident? n'a pas pu leur dire au revoir. Lui, il n'a pas pu et tout et tout. Et la vidéo a fait 1 400 000 vues Wow. sur TikTok. Les gens ont republié, ont partagé. De gros influenceurs comme Ange Freddy, Ange Freddy ont partagé. En tout cas, ça fait son chemin. c'est fort. Et il y avait une seconde histoire qui m'a marqué. C'était l'histoire d'un internaute que j'ai rencontré, enfin, d'une personne que j'ai rencontrée à Boisflé. Je lui posais la question de savoir quel était son plus grand rêve. Il m'a dit qu'il vendait des senteurs de maisons de voitures pour pouvoir construire pour sa Des famille. senteurs de voitures. Ce qu'on met dans les voitures pour le Genre, truc là. c'est ça même. 1000 francs, 1000 francs, 500, 500. Construire la maison de ses C'est parents. vrai. Et, Brique par brique. et ce qui est dingue, c'est que le gars, C'est un économe, hein? il a réussi à faire ça. Il m'a Waouh! envoyé des photos après. C'est quelle ville? Il dit qu'il construisait, je pense, à Gagnois, non? Un truc comme ça. Je sais pas. Mais ce qui est dingue, c'est que quand il a raconté son histoire, tellement la vidéo a marché, il y a des internautes qui se sont proposés de lui donner de l'argent. Et je tiens à signaler que l'argent n'est pas passé par moi. L'argent est passé directement par lui parce qu'il a donné son, comment on appelle ça? Son numéro? Son numéro, et les gens ont fait des dépôts depuis le Canada, Wow. depuis des pays. Mais laisse tomber, quoi. Waouh! Les gens sont mobilisés pour lui faire plaisir. La force d'Internet, la force de C'est la dingue, hein. mobilisation, de la communauté, dingue. communauté surtout. Et la vidéo, c'est le média ultime. C'est vrai Alors. que nous, on a connu l'ère des textes, des blogs écrits, des blogs où on dit blogueur, ça n'a rien à voir. Est-ce que Ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait voilà, aujourd'hui. nous, on a été blogueur. Blogueur, c'est celui qui a écrit son histoire sur un site en ligne qu'il a créé lui-même et tout. Mais la vidéo, c'est devenu le média essentiel. On passe facilement des messages en quelques secondes grâce à une vidéo et tu excelles dedans. Et on va dire ma dernière question, hein, mon avant-dernière question, c'est comment tu te projettes dans le futur avec Studio? Comment tu te vois dans 10 ans, dans 20 ans et tout? Comment tu vois même l'évolution de ton secteur? Parce que quand je dis évolution de ton secteur, je fais référence à l'explosion et à l'invasion des outils d'intelligence artificielle dans notre monde aujourd'hui. On ne peut plus parler de création de contenu sans parler d'IA. Dire, c'est clair. On est dans une véritable suprématie qui est en train de nous atteindre. Comment tu vois ton secteur, l'évolution de ton secteur avec le développement de l'intelligence artificielle et de toutes les autres technologies autour? Je pense que l'invention ou la venue de tout outil est favorable pour nous, au fait, en tant que vidéaste et tout. J'entendais quelqu'un dire non, que cela va supprimer nos métiers, que l'IA va voler nos métiers. Mais je pense que c'est pas ça. C'est pas ça. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle ne pourra pas venir attraper des caméras et puis filmer. C'est ça. Je pense que sur ce point-là, Faut filmer. Voilà, il faut filmer. Ouais. On a encore de bons jours C'est exactement. devant nous. Mais pour le moment, je pense qu'il faut plutôt voir l'intelligence artificielle comme un ami et pas comme un ennemi, au fait. Parce que le gain de temps qu'on a avec l'intelligence, mais c'est énorme. Moi, je me rappelle qu'avant, pour pouvoir écrire même de simples scripts pour des clients, fallait peut-être passer 1 ou 2 semaines. Bon, c'est vrai que ça élimine le travail des rédacteurs et tout ça, des copywriters. Mais je pense que pour nous, en tant que tel, c'est vraiment un très gros apport pour nous. Un énorme gain de temps. Un énorme gain de temps. Même pour les sous-titrages. Voilà.
Et Ah, possible. peut-être que les gens ne prennent pas en compte ça, mais sous-titrer une Sous-titrer? vidéo, même 1 minute, c'est galère. Surtout, et puis éviter les fautes d'orthographe. Corriger encore C'est les fautes galère, d'orthographe. c'est galère, c'est galère. Mais je pense que même les gens parlent même du montage, qu'il y a des IA qui font du montage. C'est vrai, mais au fait, je pense que il y a toujours cette La patte touche humaine. humaine qui est là. Un robot, ça restera un robot. Exactement. Mais je pense qu'au fil du temps, les gens vont plus chercher la patte humaine. Et c'est sur ça que nous, vidéastes, on doit travailler dessus, au fait. C'est très important. Capitaliser. Ouais. Et pour L'évolution ceux, de mon métier. ouais, l'évolution de ton métier, et surtout en Côte d'Ivoire, Ouais. vous êtes nombreux, il y a beaucoup de Ah, la concurrence. concurrence est forte. Chacun doit trouver sa part de marché pour pouvoir bouffer dans le gâteau. Yeah, Vous êtes c'est ça. nombreux. Mais- Comment tu te démarques et comment tu vois aussi l'évolution de ton secteur en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest également, en Afrique même en général? Tu l'as dit, hein, c'est la démarcation. Il faut se démarquer, il faut être créatif, il faut être inventif. Qu'est-ce que toi tu fais qui est différent des autres? Moi, ce que je fais, c'est que dans tous mes projets, j'apporte mes tripes. Je ne suis pas le genre de prestataire qui va juste faire une vidéo parce qu'il faut faire une vidéo ça. et puis partir, au fait. Tu Genre, vois. c'est un devoir, tu n'as Voilà. pas le choix, en plus, tu dois gagner de l'argent, donc C'est tu ça. fais. Moi, aujourd'hui, peut-être avec mon expérience de créateur de contenu, quand je rencontre des clients, je leur dis, ah, il serait mieux de faire ci, ça, parce que ça va mieux porter sur les réseaux. Et puis, il faut être présent et il faut être professionnel pour son travail. Parce que, comme tu le dis, nous sommes nombreux. Si tu n'es pas professionnel dans ton travail, c'est-à-dire dans la date de livraison de tes projets, les gens, ils vont se lasser, ils vont partir ailleurs. C'est clair. Parce que la demande est très forte. Donc, je pense que ce qui me démarque réellement, c'est mon implication dans les projets. Comme je l'ai dit, et surtout le côté professionnel. Il faut être professionnel à fond. Et dans 10, 20 ans, je pense que notre métier a de beaux jours devant lui parce que il y a tout à créer et il y a tout à réinventer en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire, quoi. Je Il pense y a que beaucoup de choses à montrer. oui, je pense que ce qui a fait ses preuves en Europe, en Occident, il faut juste s'en servir, avoir de l'inspiration et puis récréer ça ici en Côte d'Ivoire et ça va le faire, quoi. Est-ce qu'on vit bien de son métier de vidéaste en Côte d'Ivoire? Est-ce que ça prend du temps avant de devenir, on va dire, rentable et tout ça? C'est surtout pour les jeunes hein, qui veulent se lancer dedans, qui nous écoutent, qui ont envie de vivre aussi ce que tu vis en ce moment, de pouvoir vivre de ce métier. Est-ce qu'on en vit bien en Côte d'Ivoire, à Abidjan et en Afrique en général? Et quels conseils, pour terminer, tu pourrais donner à toutes ces personnes-là qui ont envie de vivre à fond leur passion pour la création de vidéos, la création de contenu vidéo? Je pense qu'on vit bien de ce métier-là, sincèrement, parce que Il y a une évolution des prix au fil des années, tu as remarqué ça? Ou bien c'est constant? je pense que c'est assez constant. Mais pour avoir de beaux marchés, je pense qu'il faudrait travailler avec les entreprises parce que Oui. les particuliers, C'est pas les particuliers, c'est les tu vois, entreprises. c'est les entreprises. C'est pour ça qu'il faut s'ériger en entreprise, Oui. il faut être déclaré de Fait dans manière la légalité. légale, dans la légalité et tout, et tout, et tout. Mais je pense que le métier a de bons jours devant lui et que pour les gens qui veulent vraiment embrasser ce métier, il faut être professionnel. Vous savez, au début, ça sera chaud, ça sera compliqué. Mais si vous voulez vraiment faire de cette passion un métier, il faut aussi apprendre. Il faut apprendre. Il faut se rapprocher des gens qui font déjà. Oui, Ouais. bien sûr. Il faut se rapprocher des gens qui font. Mais je pense qu'en Afrique, ici, et surtout en Côte d'Ivoire, on n'a pas cette tendance et cette culture de se rapprocher des gens, en fait. Tu sais, moi, j'ai rencontré beaucoup de créateurs de contenu, beaucoup de vidéastes. On est gens dans une bulle. Et il y a toujours ce petit côté de concurrence C'est ça. qui est là. On se dit, ah, Joe, si Je je lui m'ouvre montre. à quelqu'un, le gars, il ouais. va prendre mes parts de marché. C'est dommage. Mais c'est la vérité, c'est ce qui est là. Même quand, par exemple, tu as besoin de plugins pour pouvoir travailler sur des projets que tu sais que ton gars, il peut te donner, mais le gars, il va cacher la chose, au fait, tu vois, jusqu'à ce que peut-être un jour, toi-même, tu puisses découvrir sur Internet. Et la chose que je pourrais dire à des gens qui veulent se lancer dans la création de contenu, il faut le faire. Il faut le faire. Récemment, je suis en train de parler avec quelqu'un qui n'est pas forcément vidéaste, mais qui a une belle voix.
elle fait de la voix off. Mais Tata, je t'avoue que... Enfin, je t'appelle Tata. Voilà. Je suis Tata de tout le monde. Mais elle fait de la voix off et elle est très professionnelle. Et quand on parlait, elle me disait non, que elle a peur de se lancer sur les réseaux parce que c'est comme si, c'est comme ça. Je lui dis, écoute, aujourd'hui, les réseaux sociaux, là, laisse tomber, c'est autre chose. Hein, que si tu ne le fais pas, le monde ne saura pas ce que tu fais. Donc, si tu peux, lance-toi sur les réseaux et après, toi-même, tu pourras voir les résultats qui en découleront, en fait. Donc, voilà. Tu as un dernier mot ou je veux dire, qui résumerait un peu la conversation qu'on a eue, même si on aura encore beaucoup de choses à dire peut-être dans les prochaines vidéos. Mais si tu devais résumer ce que tu as vécu, en tout cas, de ta jeune vie, de ton parcours, ce que tu vis en ce moment, tout ce qu'on devrait retenir dans une citation qui t'est peut-être propre, quel message tu voudrais faire passer à toutes ces personnes qui ont peur d'essayer? C'est juste essayer à tous les niveaux. On peut essayer dans n'importe quel domaine dans lequel on se trouve, qu'on soit salarié ou pas. Tu vois, tu as suivi ton chemin et tu le suis toujours. Quel est le dernier mot que tu voudrais laisser comme message? Je dirais aux gens de ne pas avoir peur de l'échec. C'est vrai que ça peut paraître comme des phrases bateaux qu'on a l'habitude d'entendre dans les podcasts, dans les trucs, mais sincèrement, n'ayez pas peur de l'échec. Je pense que la vie en elle-même nous montre beaucoup d'exemples. Prenez l'exemple d'un enfant. Moi, j'ai eu un enfant et je sais combien de fois un enfant, pour marcher, pour se mettre debout, il passe par combien de difficultés. L'enfant, quand il naît, il s'assoit. Après, il s'assoit, il fait 4 pattes. Il essaie de se lever, de marcher de par lui-même. C'est difficile, mais un jour, il arrive à marcher. Et je pense que dans tout ce qu'on fait, il faut avoir quelque peu des échecs. Essayer. Il faut essayer. Quand on va essayer, il y aura des échecs, mais après, avec le temps, on devient ce qu'on est. Il y a une phrase qui me marque, on dit que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ouais, ça, voilà. Ça a l'air simple comme ça, mais c'est puissant. C'est puissant. Si tu ne fais pas, c'est comme le vélo. Si tu n'essaies pas, tu n'avances pas, même si tu tombes, si tu ne pourras jamais apprendre, tu ne pourras jamais devenir ce que tu veux être, en fait. Il y a des gens qui me disent non, que quand je vois les logiciels de montage, c'est difficile. Je dis, mais tout est difficile dans la vie. Oui. Même quand tu viens au monde que tu veux respirer, là, c'est difficile. Tu pleures, tu cherches. C'est ça. C'est difficile. Rien n'est facile, en fait. Rien n'est facile. Mais à force de persévérer dans quelque chose, je ne sais pas comment on dit, mais quand tu persévères à chaque fois, tu deviens quelqu'un ou bien quelque chose demain, tu vois. Donc, je pense qu'il ne faudrait pas avoir peur de l'échec, sincèrement. Et puis, il faut travailler. Il faut travailler. Moi, je me rappelle que je viens d'une génération de 90 où c'est pas comme malheureusement cette jeune génération où les gens préfèrent... 2010, là. Je ne dis pas ça pour insulter qui que ce soit, mais je pense que cette génération maintenant est plus concentrée à faire autre chose que le travail. Moi, je dis simplement, il faut travailler, il faut charbonner. Rien n'est donné gratuitement. Il faut aller chercher de force. Tu prends pour toi. Et puis aller chercher de force ce qui nous est dû, en fait. Voilà. Mais ça passe par le travail. Simplement. Je pense que tu as bien résumé. Merci. Je connais un peu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yam, pour ce partage. Je pense que c'est vraiment la première fois que tu t'ouvres comme ça à un public et tout, pour qu'on découvre qui tu es, ta mentalité aussi. Et d'ailleurs, même, j'ai oublié de te demander si tu devais te définir en 3 mots, rapidement. Ce qu'on doit retenir. Quand on dit Liam... L'exercice, c'est difficile. Quand on dit Liam, les 3 mots qui doivent venir dans notre tête. Par exemple, quand on dit Edith-Brou, il y a beaucoup de mots. Mais au moins, il y a 3 mots qui peuvent venir, tu vois. Quand on dit Liam, c'est quoi? C'est fiabilité, c'est calme, c'est des adjectifs. Je pense que le premier, c'est persévérant. Parce que tout le parcours que j'ai eu jusqu'à présent, ça a été persévérance. Deuxième, je dirais grâce. Grâce. La grâce de Dieu, parce que... Tu pries beaucoup. Ouais, je prie beaucoup. En tout cas, j'essaie d'avoir une belle relation avec le Seigneur.
tout ce que j'ai eu, tout ce que je fais, toutes les personnes que j'ai rencontrées ne sont pas fortuites. C'est parce que le Seigneur a bien voulu. Troisième chose, je dirais bosseur. Bosseur. Yeah. Ouais. J'ai bossé pour être là. Sincèrement. Et tu continues de bosser, de charbonner, d'apprendre, de m'ouvrir aux gens, de parler. D'être curieux. Voilà, d'être curieux surtout. Merci. Cette fois, c'est la dernière. Merci beaucoup, Liam. C'était un plaisir de te recevoir. En plus, tu m'honores dans le premier épisode et j'espère qu'il y en aura plusieurs. C'est toi. Il y en aura forcément plusieurs parce que je tenais aussi à le dire aux gens, c'est que tout ce que vous voyez Edith sur les réseaux, tout ce que vous voyez d'Edith sur les réseaux sociaux, c'est autre chose en vrai au fait. Edith est vraie, Edith est créative, Edith c'est autre chose quoi. Franchement, gros big up à toi pour tout ce que tu as pu réaliser jusqu'à présent. Et c'est un bonheur d'apprendre avec vous. Merci beaucoup. Que moi, j'adore apprendre avec les plus jeunes. En fait, on se projette dans l'avenir grâce à vous. Et surtout les jeunes qui bossent, qui aiment apprendre, qui aiment partager, mais qui ont une vision. En fait. Et c'est un plaisir d'apprendre avec toi et d'autres de ta génération. Merci en tout cas. Merci. Et comme je disais, j'espère qu'il y aura plein d'autres épisodes, des choses à dire, parce que je veux donner la parole aux jeunes Ivoiriens. Pour moi, c'est le socle de la puissance qu'on veut faire de ce pays, en fait. C'est sur ce socle, en fait, que va se bâtir, que l'avenir de ce pays est en train de se bâtir. Et il est important qu'ils puissent être guidés, ils puissent eux-mêmes se retrouver, ils puissent également, entre eux, partager. C'est pour ça que je veux donner la parole à des jeunes qui ont des choses à dire. C'est le but, en fait. Le podcast, c'est des choses à dire. Tu as des choses à dire. Mais viens, je te donnerai la parole. En tout cas, si tu as des choses vraiment intéressantes aussi à dire, c'est important. C'est important. Surtout intéressantes à dire. Vous connaissez mon profil. J'aime partager des informations pertinentes, intéressantes, qui aident les autres personnes à pouvoir également décider à faire les meilleurs choix. Non, si tu as des choses intéressantes à dire et qui peuvent aider d'autres jeunes et montrer ce que tu fais au monde, c'est ta place. Tu peux venir t'asseoir également pour venir t'exprimer. Le siège est tout confort. Hein. Tout confort, t'es à l'aise. On a du café, on a du jus et tout ça. Et voilà, merci beaucoup. Merci à toi, Edith. Et on se dit à très vite. D'ici là, restez connectés.